Voilà donc quelques repères quand même concernant cet espace de présentation. Mon idée pour la suite, pour cette deuxième partie, c'était d'une certaine façon qu'on se promène dans cet espace de la villa, qu'on se promène, qu'on parcourt les fresques, non pas dans un premier temps comme des spectateurs, mais plutôt comme des hôtes, comme des promeneurs. Et donc, je propose cet axe, parcourant l'espace, le promeneur découvre le dialogue entre deux créations contemporaines, l'espace architectural de présentation et la représentation picturale. Bien que nous n'ayons aucune trace d'un quelconque échange entre les artistes, Andrea Palladio et Paolo Veronese vont mener tous deux la quête d'une unité harmonieuse au moyen de l'antique, qu'il s'agit non pas de copier, on ne peut pas copier l'antique, j'expliquerai pourquoi, mais de réinventer l'antique pour trouver une harmonie, pour créer une unité architecturale et picturale. Alors pourquoi ne peut-on pas copier l'antique? Parce que il faut comprendre qu'à la Renaissance, ce mouvement qu'est la Renaissance est aussi un mouvement de redécouverte de l'Antiquité, que l'Antiquité apparaît sous forme de fragments, de ruines, d'accord. On a peu de connaissances d'ailleurs de la peinture antique, c'est à partir du XVIe siècle qu'on redécouvre par exemple la Domus Aurea, la maison dorée de Néron par exemple. Pompéi sera redécouvert surtout à partir du XVIIIe siècle. Donc on a peu de connaissances de l'Antiquité et on se questionne sur ce qu'était cet art antique qui est considéré comme un modèle, un haut exemple de valeur intellectuelle, plastique, esthétique. Donc on ne copie pas l'Antiquité, mais on cherche à la réinventer. Et ça commence bien évidemment par la reprise de son vocabulaire. Donc, vocabulaire architectural en façade. Qu'est-ce qu'il nous fait cet Andrea Palladio pour sa villa à Macer? Donc on a cette façade de la maison de maître. Alors, dans un premier temps, et de bas en haut, une crépice à 3 degrés, rythmée par 4 colonnes à chapiteaux ioniques, puisqu'on a ces 2 volutes de part et d'autre de la colonne, donc des colonnes ioniques qui ne sont pas d'ailleurs cannelées. La crépice, les 4 colonnes ioniques qui vont à leur tour surélever un entablement, d'accord, qui supporte le fronton. Ce qui signifie que pour sa villa à Macer, Palladio propose la façade d'un temple antique. Et que cette façade de temple antique va devenir un leitmotiv architectural pour sa pratique. Alors, qu'est-ce qui la légitime? Comment est-ce qu'on peut comprendre? Déjà, je pense que c'est important que vous montriez à vos élèves, puisque cette antiquité va aussi parcourir les fresques de Véronèse, que vous montriez à vos élèves l'image, la reproduction d'un temple antique, et que vous leur fassiez comprendre que ça n'était pas anodin au XVIe siècle de choisir la façade d'un temple pour sa villa. Alors, une façade justement d'un temple antique de style d'ordre ionique, donc c'est la façade d'un temple qui se trouve au sommet de l'acropole athénienne, l'Érectéion. Alors, il a une forme un peu particulière parce qu'il y a plusieurs cultes qui étaient célébrés dans ce temple et qu'on pense que c'est plutôt la réunion de plusieurs architectures. Mais peu importe, on peut s'intéresser en tout cas à l'est, à son pronaos, donc son porche d'entrée. Le pronaos, c'est le porche qui est devant la salle du temple. C'est un pronaos hexastyle, puisqu'on a 6 colonnes d'ordre ionique. Les colonnes sont cannelées. Donc, tout comme l'Érectéion, Palladio choisit la façade d'un temple antique pour sa villa. Est-il le premier à le faire? Giuliano da Sangallo, pour une villa réalisée pour la famille Médicis aux environs de 1480 à Florence,
qui le premier, effectivement, va coller, ou du moins adapter, un fronton à l'antique sur la façade d'une villa. Donc cette villa s'appelle Villa Poggio a Caiono. Et de façon, alors dans quel objectif, de façon à exprimer la magnificence, le prestige politique et social de son propriétaire, Laurent le Magnifique. Donc, Palladio n'est pas l'inventeur finalement de ce collage, mais il en fait son leitmotiv architectural. Effectivement, on retrouve par exemple 4 pronaos sur la Villa Rotonda de 1566, qui est l'architecture célèbre de Palladio, mais également à la Villa Emo, où carrément, d'une certaine façon, le pronaos se trouve ramené sur la façade. À Massère, on a vraiment l'impression d'un plaquage, et ce plaquage, eh bien, nous offre un véritable mensonge architectonique. D'accord ? Pourquoi ? Ben oui, parce que, a priori, les colonnes d'un temple servent à supporter un entablement sur lequel repose à son tour un fronton. D'accord ? Quand vous plaquez bien, des colonnes et un entablement, puis un fronton contre une façade, vous êtes dans une logique de collage, et la fonction structurale de l'architecture est complètement annulée. D'accord ? C'est un plaquage décoratif. Et le vocabulaire architectural n'a plus de fonction, n'est plus une structure qui supporte les masses et le poids de l'édifice. Alors, c'est étonnant parce que en collant ce fronton sur sa façade, eh bien, un certain classicisme se dégage de cette villa. Et pourtant, il s'agit bien d'un mensonge architectonique. Et d'ailleurs, Goethe, pendant son voyage en Italie, l'a bien senti. Voilà ce qu'il écrit. Car unir des colonnes et des murs reste toujours une contradiction. Mais quelle façon d'unir ces éléments, et quelle façon d'imposer et de faire oublier par ces œuvres qu'il fait illusion. Il y a certainement quelque chose de divin dans ces constructions, tout comme la force du grand poète qui, de la vérité et du mensonge, fait naître un troisième élément dont l'existence cachée nous envoûte. Alors la question est de savoir quel est ce troisième élément, mais aussi qu'est-ce qui légitime un tel collage. Je rappelle que cette villa a été réalisée pour des humanistes, des intellectuels. Daniel Barbaro traduisait et commentait Vitruve. Donc, à un moment donné, il faut se poser cette question, qu'est-ce qui légitime et comment, justement, ces propriétaires ont-ils pu accepter une telle dénaturation architecturale, un tel mensonge architectural? Alors, voilà ce qu'écrit Palladio. J'ai réalisé des frontispices sur la façade principale de toutes les villas et aussi de certaines maisons de ville, parce qu'ils indiquent l'entrée de la demeure, donc fonction signalétique, et en y ajoutant beaucoup de grandeur et de magnificence, rendent la façade plus éminente que le reste. Donc, la façade du temple antique sert la dignité, la noblesse de l'architecture. Mais aussi, voilà ce qu'il ajoute, ils sont en outre fort commodes pour placer les blasons ou les armes des propriétaires. Donc effectivement, vous avez au milieu du fronton le blason des Barbaro, donc qu'on appelle le cyclomeur de Gueule. Donc c'est un cercle plat qui est au centre de ce blason. Ce blason est supporté par un aigle à 2 têtes qui protège la tiare papale. Cet aigle à 2 têtes repose sur les cornes d'un bovidé qui, de part et d'autre de la composition, se trouve rattaché à des figures qui semblent surmonter des dragons. On a vraiment cette idée aussi de l'homme qui domine l'élément sauvage, qui domine les passions. Je reviens au texte de Palladio. Les anciens utilisaient aussi des frontispices, comme on le voit dans les ruines des temples
et d'autres édifices publics. Et comme je l'ai signalé dans la préface du premier livre, ils sont fort probablement imités en cela des édifices privés, c'est-à-dire les maisons. Alors là, sur ce point, il avance une hypothèse historique. Je le rappelle, la façade des anciens édifices de mystique n'était pas connue. On ne savait pas à quoi ressemblait la façade des villas antiques. Et ces clients humanistes, qui connaissaient bien les implications des motifs architecturaux empruntés aux anciens, n'auraient jamais accepté un symbolisme religieux illégitime à Nasser. Si pour eux, le portique à fronton s'était associé exclusivement ou même principalement au temple, il aurait été considéré inconvenant, c'est-à-dire incompatible avec la fonction de cette villa, incompatible avec le sens du décorum vitruvien. Le décorum vitruvien, c'est vraiment la convenance entre le vocabulaire architectural, la fonction du lieu, le volume de ce lieu. En l'occurrence, s'ils avaient imaginé que les façades des temples n'étaient utilisées que pour les temples, c'est-à-dire les architectures sacrées, les architectures religieuses, ils n'auraient jamais accepté une telle transposition. Pourtant, Palladio est persuadé, vraiment persuadé, qu'en appliquant le pronaos d'un temple à une villa, eh bien, il est persuadé d'avoir recréé la forme et l'esprit de la villa antique. Donc on le voit dans cette reconstitution dessinée par Palladio d'une maison antique qui est utilisée pour illustrer justement l'édition critique de Barbaro, du Vitruve de Barbaro. Alors il se base justement sur deux illusions, deux propositions erronées. D'abord, il est persuadé, alors c'est lié au développement de sa conception du développement des sociétés. Voilà ce qu'il écrit. L'homme autrefois vivait seul, puis il a eu besoin de l'aide de ses semblables pour obtenir les choses nécessaires à son bonheur, si le bonheur peut se trouver ici-bas, et s'est donc mis à rechercher et à apprécier leur compagnie. Alors, autour de plusieurs maisons, des villages se sont formés, puis autour de plusieurs villages, des villes, et dans ces dernières, on construisit des places et des édifices. Autrement dit, il pense que c'est le regroupement des hommes qui amène cette idée. Eh bien, d'abord, ils ont construit des maisons. Ces maisons avaient forcément l'aspect des temples. Et d'ailleurs, les grandes architectures qui devaient les rassembler, les temples, ont pris la forme des maisons, sauf dans des dimensions beaucoup plus agrandies. Donc, son idée, c'est que le temple, c'est une maison agrandie. C'est une maison agrandie, c'est une maison magnifiée. Donc, puisque le temple est une maison magnifiée, alors il est légitime de plaquer le pronaos d'un temple à l'antique sur une villa. Alors, cette idée, justement, qu'un temple est une maison magnifiée, éclaire la conception de Palladio quant à la composition architecturale, mais aussi éclaire l'ensemble du décor peint par Véronèse, on va l'analyser juste après. L'usage du pronaos à l'antique, l'usage de cette façade à l'antique, est une régression légitime. Elle permet aussi d'anoblir l'architecture, mais dans les faits, il faut faire comprendre aux élèves que c'est une transposition anticlassique d'un vocabulaire architectural classique. D'accord ? C'est une transposition anticlassique. Les Grecs et les Romains n'avaient pas de façade à l'antique sur leur villa. C'est donc à Nasser un signe profane qui permet la mise en valeur de l'identité du propriétaire. On l'a dit, une identité du propriétaire que l'on retrouve par exemple à l'intérieur de la villa, dans la salle de la croisée, avec ces drapeaux rouges qui sont décorés du blason et du cyclomore de gueule, c'est-à-dire ce cercle plat. Également, rapidement, Palladio est à la recherche de rythme. Ce rythme permet de dégager une unité, une harmonie pour son architecture. Donc, rapidement, on a sur le bâtiment, sur la maison de maître principale, 4 colonnes à l'antique qui sont rythmées par 3 baies. Puis, les 3 colonnes à l'antique qui sont magistrales se prolongent dans les bras avec 5 arcades
cintré, d'accord. Donc la colonne antique magistrale se transforme en un pilier plus prosaïque, plus simple, puis à nouveau, aux extrémités, les piliers très épais sont décorés de petites statues antiques, à l'antique. Donc on a une façade qui est rythmée, rationalisée, avec effectivement une mise en évidence d'un rythme, d'une variété. Alors, cette architecture qui est plaquée sur la façade de la villa, traverse la peau des murs. Donc, on se retrouve à nouveau dans cette salle de la croisée, au premier étage, donc à l'étage nord de la villa. On remarque que sous l'entablement en stuc qui longe l'ensemble des pièces, les murs peints par Véronèse sont articulés à chaque angle par des paires de colonnes corinthiennes qui sont surélevées par 1 degré, on trouve là, des colonnes corinthiennes qui encadrent à leur tour des portes feintes ou des portes réelles. Donc ici vous avez les portes feintes, qui sont elles-mêmes surmontées, qu'elles soient réelles ou peintes, de petits frontons en stuc. Ces portes feintes sont encadrées de pilastres, voilà, qu'on trouve ici et là. Les colonnes corinthiennes peuvent également encadrer des arcs en plein cintre, comme on le voit de ce côté-là. Cet ordre corinthien se retrouve également dans la salle principale de la villa, la salle de l'Olympe. Tout à l'heure, on rentrera dedans. Donc la voici. Donc, cette salle de l'Olympe qu'on reconnaît avec sa voûte peinte, avec au centre cette figure de l'harmonie. Donc on retrouve le corinthien pour les salles les plus nobles et publiques de l'architecture, alors que pour les petites salles, comme la salle du chien par exemple, titrée de cette façon à cause de la représentation de ce petit chien, sur laquelle je reviendrai, eh bien dans les 4 petites salles, donc salle de Bacchus, salle de l'amour conjugal, salle du chien et salle de la lampe, c'est l'ordre ionique qui est utilisé, c'est-à-dire un ordre utilisé pour des chambres plus intimes. Alors, pourquoi cette déclinaison des ordres? Eh bien, il faut encore en revenir à l'Antiquité et, par exemple, à la composition architecturale du Colisée, situé dans le centre de la ville de Rome. Donc, c'est un amphithéâtre. Sa façade monumentale se compose de 3 niveaux d'arcades qui sont superposés et surmontés d'une plateforme avec, sur le premier niveau d'arcade, l'ordre dorique, sur le deuxième niveau d'arcade, l'ordre ionique et au dernier niveau, l'ordre corinthien. Donc, on a une élévation des ordres. L'ordre le plus noble est situé dans la partie la plus haute et ce fonctionnement est repris par Véronèse dans son système architectural peint. Il confère une dignité supérieure aux pièces de réception les plus importantes et de cette façon, il respecte les recommandations de Vitruve sur la convenance selon la fonction de l'espace, le volume de cet espace. Vous l'avez vécu, il y a encore une hiérarchisation entre la salle de la salle de la croisée qui a une hauteur moindre de plafond par rapport au salon de l'Olympe. Donc cela se confirme par exemple au seuil de cet espace. Quand on passe, là on est dans la salle de la croisée, quand on passe sous l'arcature, eh bien on se retrouve, on voit cette hauteur qui se découvre avec cette voûte peinte dans le salon de l'Olympe.
Alors ce qui est intéressant, c'est que finalement, de l'extérieur à l'intérieur, de l'architecture à la peinture, de la présentation à la représentation, les artistes ont créé une unité, tout comme en façade, l'ordre colossal utilisé pour la villa permet de réunir deux étages superposés, puisque, je vous rappelle, on a deux étages de la villa et que Palladio a plaqué un ordre colossal sur l'ensemble de sa façade. Donc on a vraiment un jeu d'harmonie, un respect de l'harmonie de l'extérieur à l'intérieur de la peinture et l'architecture.